Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là. Donc la tradition des meet-up et Exteam s'améliore, on va dire, grâce au travail d'Eva notamment. Voilà, on a de la technologie, on a des micros, des écrans, on est en direct sur Internet, c'est génial. Donc bientôt le Stade de France. En tout cas, voilà, je suis très content de vous avoir nombreux pour ce meet-up. On va parler de Big Data. Donc c'est un sujet qui était attendu, on va dire. Donc je vous propose de découvrir tout de suite l'ordre du jour. Donc au programme, on va commencer par définir un petit peu le Big Data, savoir à quel besoin, à quelle utilité ça répond et ça peut répondre. On va voir ensuite comment ça y répond et est-ce que ça y répond vraiment. Grâce à ces outils, grâce à ces nouvelles architectures, voilà, on aboutit à des choses, mais c'est pas sans risque. Donc il y a une partie un petit peu sur la confidentialité, sur la sécurité. Donc il y aura ensuite une conclusion, un petit quiz pour savoir si vous avez bien compris. Donc je préviens quand je ne peux pas revenir en arrière avec cette télécommande. Donc commençons. Le contexte un petit peu d'apparition du Big Data, vous le voyez ici, c'est que on a des systèmes d'information qui doivent enregistrer des données de plus en plus importantes, de plus en plus grosses. Vous voyez qu'en 2005, on était sur 130 exaoctets de données et en 2020, on prévoit d'être à 40 exaoctets, c'est-à-dire à peu près 400 fois plus. Ensuite, donc, ces données, on peut imaginer, on peut se dire, bon, en 2020, ce sera à 40 000 exaoctets, mais après, ça va se stabiliser, etc. Or, les prévisions, voilà, c'est une croissance exponentielle du nombre de données. Donc, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ça correspond à quoi, les pétaoctets, les hexaoctets, les zétaoctets, et je crois qu'il y en a un autre, c'est le yottaoctet, voilà, c'est 10 puissance 24. Donc voilà, par exemple, un téraoctet, ça peut correspondre à la BNF, donc 400 millions de livres imprimés. D'accord, donc c'est une quantité d'informations énorme. Et on peut se poser la question, est-ce que les technologies dont on dispose aujourd'hui peuvent permettre de gérer ces quantités de données très importantes? Ensuite, deuxième élément un petit peu de contexte, c'est la provenance, un petit peu les sources de ces données. Puisque une entreprise peut récupérer des données de ces applications transactionnelles, voilà, un utilisateur, une application, une autre application, des réseaux sociaux, de l'activité de l'entreprise elle-même, des données publiques disponibles sur Internet pour tout le monde, des données historiques. On peut avoir ces données par plusieurs moyens, data as a service, les réseaux sociaux, le crowdsourcing, acheter des données à des partenaires, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une hétérogénéité des sources de données, d'accord ? Et il y a une infographie que j'aime bien, que je remets à chaque fois et qui circule partout sur LinkedIn, etc. C'est 1 minute passée sur Internet, le nombre de transactions que ça peut générer. Donc on a par exemple Tinder au hasard, le nombre de swipes que ça peut générer, toujours à droite, évidemment. Uber, Facebook, nombre de clics, nombre de likes, nombre de commentaires, etc. qui se passent chaque minute dans le monde. Donc, et toutes ces données, heureusement, peuvent être pertinentes pour les entreprises. Alors, donc ce slide, je l'ai refait à peu près 47 fois, mais il y a deux idées générales. C'est un peu le résumé de ce que je viens de dire. On a une augmentation du volume des données,
voilà, à peu près de moitié chaque année, et c'est exponentiel. On a une variété des sources de ces données, et on peut imaginer que les outils classiques ne peuvent pas répondre à ces deux contraintes. Donc d'où l'apparition du big data, d'accord? Donc on avait les ERP pour gérer, on va dire, des mégabits, gigabits, des CRM, et maintenant, voilà, à partir d'un certain, quand même, voilà, d'un certain degré, on a un nouveau concept qui s'appelle le big data. Alors, on ne peut pas parler de big data sans parler des V, les fameux V, d'accord? Donc voilà, il y a la version 5V, la version 3V, la version 4V. Donc ils sont volume, variété, vélocité. Donc ça, c'est les trois principaux. Et on trouve aussi véracité et valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un autre V? Je vous rappelle qu'on ne peut pas revenir en arrière. Si vous connaissez un autre V, c'est maintenant qu'il faut le dire. Alors, donc c'est toujours, voilà, pareil. L'accroissement du nombre de données, l'explosion du nombre de sources de données, le fait que les bases de données classiques ne peuvent pas gérer ces données. Maintenant, l'idée, c'est juste voilà, de faire un rappel, voilà, de rentrer. Si tu peux de faire un petit rappel de voilà, à quoi ça correspond, ces fameux V. Donc on prend les trois premiers. Donc volume, c'est voilà, volume des données. La variété, c'est les sources de données, voilà, différentes. La vélocité, que quelqu'un peut... La vélocité, en français, c'est quoi? Un synonyme de vélocité? Quelqu'un a une idée? Vitesse, flexibilité, agilité, d'accord? Donc on doit réagir rapidement, on doit prendre une décision rapidement. Donc pour les gens qui travaillent dans la BI et qui connaissent les outils classiques, Data Warehouse, Data Mart, etc., c'est pas du temps réel, c'est pas du tout de suite, c'est pas du prédictif, voilà, on récupère les données, extract, transforme, load et on attend. Donc là, il y a quand même un besoin de réaction rapide. Ensuite, les deux derniers V, c'est donc la véracité, ça veut dire que c'est la fiabilité des données, d'accord? Et la valeur, c'est un peu la qualité de ces données, voilà. Ok, on récupère des grosses quantités de données, mais le big data doit nous aider aussi à détecter quelles sont parmi ces données les données les plus pertinentes. Sinon, ça sert à rien. C'est sympa le big data, on stocke beaucoup de données, et après on en fait quoi? Donc il faut qu'il y ait des outils, des techniques, des architectures que Fanny va nous expliquer, qui vont nous permettre de fiabiliser les données et de détecter parmi elles quelles sont les données les plus pertinentes. Alors, donc rapidement, puisqu'il faut faire une définition, voilà, on a abouti à la partie définition. Il y a deux définitions différentes, voilà, qui se rejoignent un peu. Il y a une définition littérale qui est la définition du Gartner. Gartner, c'est un poète américain. Et donc, Gartner, il dit Big Data, ça veut dire un gros tas de données, et c'est tellement gros qu'il faut des architectures spécifiques pour le gérer. Et il y a une deuxième définition, qui est plus la définition de l'IDC, donc qui est l'International Data Corporation. Et en fait, ça parle de l'inverse. Ça dit que le Big Data, c'est en fait l'ensemble des technologies, l'ensemble des architectures, l'ensemble des techniques, des outils, des moyens qui permettent de gérer une grande quantité de données hétérogènes, variées, dans un temps réduit. Les fameux 3V. Donc il y a une petite citation voilà, sympathique qu'on a rajoutée. Alors on pouvait la mettre ici ou plus tard. Donc le big data, on l'a mis dans la définition parce que le big data, c'est aussi la chose dont tout le monde parle, mais qu'en fait pas grand monde n'a pratiqué. Voilà. Donc concept, je te laisse la main, Fanny.
Voilà, tu me dis, tu appuies sur le truc du milieu, tu me dis si tu veux que je revienne en arrière. Ok. Donc je vais vous parler du concept du Big Data. Donc moi, je travaille, j'ai 16 ans d'expérience sur la partie BI traditionnelle. Donc j'ai un recul, on va dire, sur ce qui se faisait avant. Et je travaille actuellement sur le déploiement d'un projet Big Data. Et donc pour vous parler aujourd'hui de ce qui se faisait avant, c'est-à-dire la business intelligence, donc on parle de sources de données comme les bases relationnelles, des applications métiers internes à l'entreprise, mais aussi de sources externes, fichiers Excel, etc., ou XML. On charge ces données dans des entrepôts de données qui sont très structurés, puis on en fait des data marts métiers en fonction des besoins, et tout ça, ça nécessite des ateliers métiers avec plusieurs, on va dire, des métiers très cloisonnés comme la MOA, la MOE, faire des contrats d'interface avec les chefs de projet des applications métiers. Et donc tout ça, ça nécessite de savoir ce qu'on veut avant de réaliser tous ces data marts. Donc c'est ça qui pose problème, les limites, elles sont déjà ici en termes de besoins. Et après, on les restitue donc aux gestionnaires de portefeuille ou à des décisionnaires de l'entreprise de façon dynamique, mais tout ça, du coup, agit plus et donc pas en temps réel, et ce qui peut poser problème à certains décisionnaires. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, en termes de besoins, on considère que 53% des analystes et des gestionnaires n'ont pas accès à l'information nécessaire pour accomplir leur ouvrage. Aujourd'hui, il leur manque des informations pertinentes pour pouvoir prendre des décisions sur leur activité. Donc aujourd'hui, on sait que le coût, plus on avance et plus on a des données, plus le coût de stockage augmente. On a des budgets IT qui augmentent, mais du coup qui sont un petit peu mangés par le coût de stockage. Et donc, et on a une forte volumétrie de données qui augmente. On a des limites aussi pour la BI actuelle en termes de méthodologie. Donc, comme je vous le disais, il y a le cloisonnement de tous les métiers qu'on rencontre sur tout le cycle d'un projet. Donc, l'utilisateur final doit savoir ce qu'il veut, et ça, on sait que c'est très rare. De nombreux acteurs sont sollicités lors d'un projet. Et ils doivent être formés aussi aux outils de reporting à la fin, donc ce qui nécessite beaucoup d'investissement de leur part et de conduite du changement qui ne sont pas forcément très appréciés. On sait que les utilisateurs finissent sur Excel, par exemple, la plupart du temps, alors qu'on a des outils de reporting comme SAP ou Microsoft qui en font. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Ah oui. Et pour en finir, je ne peux plus revenir en arrière. Ah c'est bon, merci. Et on a aussi, au niveau de la méthodologie projet sur la business intelligence, on a des formats, des délais de livraison très très longs et très coûteux en temps. La recette. Et on peut pas, si jamais l'utilisateur s'est trompé, imaginons il voulait un champ supplémentaire à la fin, on est obligé de repartir du début au contrat d'interface, demander des évolutions qui sont parfois faites dans des sociétés externes qui vont coûter énormément d'argent et revenir, et finalement à la fin l'utilisateur dit j'abandonne, on n'a pas besoin, et finalement en fait la restitution finale elle n'est pas pertinente parce qu'il lui manque une donnée et sur lequel il a abandonné, il n'a plus de budget pour pouvoir faire l'évolution demandée. Et donc la limite elle est là, c'est que là c'est pas très agile. Mais aujourd'hui on a quand même besoin de la business intelligence. Donc le concept du big data, pour le vulgariser ici, pour moi,
c'est la partie relationnelle qu'on a déjà avant dans la BI et l'écosystème Hadoop. Donc, on a une partie dans le big data, on a des parties des données, on a à peu près 20% des données qui sont structurées et 80% des données qui sont non structurées. Donc, on a besoin de faire un mix des deux et de pouvoir récolter toutes ces données. Alors vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que c'est que Hadoop, l'écosystème Hadoop? Donc Hadoop, c'est un écosystème qui a été, c'est un projet open source. C'est un framework qui a été développé par Apache, donc c'est des chercheurs de Google. Et ils ont mis en place, et donc en fait cet écosystème il est repris par différents fournisseurs, éditeurs, comme Cloudera, Hortonworks ou MapR. Et donc il est basé sur deux solutions, on va dire. Vous avez entendu parler de Hadoop HDFS, donc Hadoop Distribution File System. Et vous entendrez parler, quand on parle d'HDFS, Hadoop HDFS, vous entendrez parler de NameNode, EdgeNode, DataNode et AdminNode aussi. Et donc en fait le principe c'est de distribuer les fichiers. Donc vous avez un fichier une log d'1 million de données, vous le splittez en plusieurs morceaux et vous le rangez dans des racks, des nœuds. Mais il faut savoir où ils sont rangés. Donc pour savoir où ils sont rangés, on a un NameNode qui est un système de métadonnées, donc qui nous dit exactement telle donnée on l'a rangée dans ce datanode et l'autre dans ce datanode. Donc c'est un chemin en fait. Là je vous perds un peu, mais c'est très intéressant. Moi j'apprends beaucoup de choses personnellement. Et après on a l'AdminNode qui gère un petit peu tout ce dont je viens de vous parler, donc les EdgeNode, NameNode, DataNode. Donc ça c'est la partie Hadoop HDFS, donc pour distribuer les fichiers. Et aussi la partie que j'allais oublier, qui est très importante, c'est que toutes ces données elles sont répliquées au moins 3 fois par défaut. Donc s'il y a quelque chose qui tombe, on passe tout de suite à l'autre et on perd jamais les données. Et au moins, c'est résilient. Voilà. Donc, ce qui est important de garder en tête, c'est de se dire que dans une entreprise, le big data, c'est un complément de la BI traditionnelle. On ne peut pas faire un big bang et remplacer complètement la BI qui existait avant par le big data. Parce que déjà, en termes de temps, ça coûterait trop cher. Et puis aussi, il faut l'adhésion des utilisateurs. On ne peut pas leur demander de changer leur... Il faut des formations, on ne peut pas leur demander de passer de l'un à l'autre. Et donc aujourd'hui, on a les entrepôts de données qui fonctionnent très bien, mais qui ont des limites. Donc comme on a dit, les limites de stockage, de volumétrie, de coût, de méthodologie. Mais on a aussi de nouvelles sources de données qui n'existaient pas avant, comme les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas intégrer comme ça, vu la masse de données que ça génère. On doit avoir des nouvelles technologies pour pouvoir les intégrer et que les entreprises puissent en bénéficier et les lire de façon intelligente. Donc je vais vous parler dans cette deuxième partie des technologies, des fournisseurs et des méthodologies, parce qu'aujourd'hui, un chef de projet ou un directeur de projet qui se dit « Tiens, j'ai envie de faire un projet Big Data parce que c'est à la mode et que nous aussi on veut se lancer là-dedans », il arrive et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plein d'outils, qu'est-ce que c'est qu'Hadoop, MapR, j'ai entendu parler vaguement de Cloudera, c'est le plus important aujourd'hui, qui est l'un des plus utilisés. Donc
voilà, je pense que il se dit je suis perdu et là j'ai vraiment besoin d'experts pour me dire mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois choisir comme outil. Après, choisir les outils adéquats en fonction des use cases que vous allez avoir dans vos entreprises. Et c'est ça qui est un peu perturbant quand on part dans un projet Big Data, c'est qu'il faut s'adapter en fonction des use cases. Donc vous allez entendre, quand vous allez être sur un projet Big Data, vous allez entendre parler de MapReduce, de Cloud, de MPP, donc Massive Parallel Processing. Il y en a un qui est dans Cloudera qui s'appelle Impala, c'est pour ça que j'ai mis le petit Impala ici. Et donc, avant, dans la BI traditionnelle, on parlait d'ETL, donc Extract, Transform, Load. Aujourd'hui, dans le Big Data, on extracte, on load et puis on transforme après. On parle, là c'est ce dont je vous parlais, c'est de distribuer les fichiers et de les répliquer autant de fois dont on a besoin. Le MapReduce, donc c'est un système, c'est un paradigme de programmation qui a été développé par des chercheurs de Google aussi, et donc qui calculent en masse et de façon parallèle des traitements et qui finalement le réduisent pour le restituer, enfin la transformation. Donc moi en ce moment j'utilise Talend Big Data qui utilise beaucoup les solutions MapReduce. Et c'est tout ce que j'ai sur la partie technologie. Donc là je vous mets, on va dire, certains fournisseurs avec les solutions qui sont utilisées dans ces fournisseurs. Donc le plus connu c'est Hadoop qui est dans des systèmes de distribution comme Cloudera. Après on parle de Teradata, il y a Oracle. Et voilà. Au niveau du concept et du big data et des technologies, on a des méthodologies beaucoup plus agiles aujourd'hui. Donc on a des nouvelles expertises, des nouvelles plateformes, des nouvelles approches. Donc ça demande beaucoup plus de compétences. Et on ne peut pas... Quelqu'un qui travaillait sur la BI traditionnelle comme moi avant, ne peut pas passer comme ça du big data sur des projets big data. Et donc il a besoin d'être formé sur énormément de technologies. C'est une autre façon de faire les projets aussi, parce que maintenant les cycles ils sont beaucoup plus itératifs. On peut changer à la fin très vite et très rapidement les projets. On peut contrôler les risques aussi, on évite les surprises. Du coup, comme je vous ai dit au début, pour la BI traditionnelle, revenir en arrière et finalement abandonner une évolution qui a été en cours. Aujourd'hui, on peut très rapidement dire à l'utilisateur final on peut faire un POC, essayer de voir si ça peut répondre à ses besoins. Les principes de base, donc, c'est les changements tout changement sont les bienvenus dans tout temps. Il n'y a pas de documentation exhaustive à faire, c'est pas lourd, on va dire, en termes à chaque fois de livrables. La simplicité et tout ça, ce sont des principes de base quand on se lance sur un projet Big Data. J'aime bien ce schéma parce que du coup il résume bien la vision et les acteurs qui se trouvent autour d'un projet Big Data. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 80% du NoSQL, donc de données non structurées, et 20% de données structurées. On a différents métiers et aujourd'hui on en a de plus en plus. On parle de data scientist, on parle de statisticiens, on parle d'analystes.
de user business, on a les clients mobiles, on a les ingénieurs, les développeurs pour tout ce qui est transformation de données, on a les data managers. Et donc toutes ces personnes-là, elles travaillent sur une pluralité d'outils. Des outils de reporting, des outils de chargement de données. Et aujourd'hui, ces outils-là peuvent aussi très bien être utilisés dans la BI traditionnelle que dans le big data. Là, je fais référence à Dalen. Et donc, on a les trois principaux systèmes de distribution, de plateformes de distribution big data sont Cloudera, Mapper et Hortonworks, enfin, dans la plupart des entreprises, et ils font appel à l'écosystème Hadoop. Donc en fait, ils sont tous au moins, intégrés dans ces plateformes de distribution. Donc quand on parle de plateforme de distribution, c'est généralement, ça peut être gratuit, mais c'est payant, ces plateformes de distribution, parce que, par exemple, Cloudera, quelqu'un dans une entreprise peut se lancer dans l'installation de Cloudera gratuitement. Par contre, c'est lui qui va configurer les systèmes d'installation, mais après c'est à ses risques et périls puisqu'ils n'ont pas du coup le support adéquat, et si jamais ils ont une montée de version, c'est eux qui doivent faire leurs modifications au niveau des systèmes de fichiers, quoi. Et là, ça peut poser problème, surtout dans des très grosses entreprises. Donc la plupart des entreprises ne prennent pas le risque et donc signent un contrat avec ces différents éditeurs que je vous ai cités ici. Et après, donc, par exemple dans Cloudera, on a énormément d'outils, et là c'est vrai qu'on peut être assez perdu. Il y a Hadoop, il y a Hive, il y a des Impala dont je vous ai parlé qui fait appel à du massive processing traitement. Et vous avez Pig, Spark, Scoop, et tout ça c'est des mini-outils qui vous serviront en fonction du use case que vous avez en face de vous et ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est du chargement de données, de la restitution, etc. Ouais, et je vais partir de la partie source je vais vous parler de la partie source de données. Du coup, vous avez aujourd'hui une pluralité et une hétérogénéité des sources de données. On a des fichiers, des données web, et tout ça représente, on va dire, 20% et 80% des données d'une entreprise, autour d'une entreprise. Donc, Juba va vous parler du data lake. Donc maintenant qu'on a, on va dire qu'on a compris un petit peu les outils, voilà, qu'on a retenu les trois principaux fournisseurs, Mapper, Hortonworks, Cloudera, et surtout le concept de l'agilité. Donc le data lake, donc si on se dit, on va faire un petit focus dessus, c'est voilà, où est-ce que ça va tout ça, où vont toutes ces données. Donc le data lake, c'est un peu l'équivalent du data warehouse pour la BI, hein, d'accord. Donc c'est défini ici. Donc c'est l'arrivée de toutes ces sources de données hétérogènes, que ce soit des tweets sur 10 ans, que ce soit des logs, que ce soit des fichiers audio, des vidéos, voilà, tout va ici, ça historise, ça stocke, et voilà, donc c'est un outil, on va dire, fondateur du big data. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le data lake? C'est toutes les différentes données qu'on a vues tout au début, voilà, avec la partie source hétérogène. Donc si on voulait comparer, voilà, il y a une petite
une petite citation sympa voilà, que Fanny a rajouté à la fin. Donc si on voulait comparer un data mart avec le lac de données, le data mart c'est le petit magasin de bouteilles avec voilà, la bonne taille, la bonne capacité qui correspond à un cahier des charges voilà, structuré, etc. Et le lac de données c'est un petit peu voilà, un réceptacle où arrivent voilà, plusieurs sources d'eau voilà, et on peut piocher, plonger, tout le monde peut aller piocher dans ce réceptacle et essayer de défricher. Voilà, c'est les fameux data scientists. Donc voilà, en bref, notre data lake, c'est l'endroit de stockage, de conservation d'une grande quantité de données voilà, avec leur format natif pour une future analyse. Ok, alors quels sont les enjeux de tout ça? Voilà, donc la partie cloud, la partie data lake, la partie voilà, tous ces outils, analyse prédictive. Voilà, pourquoi on fait tout ça? Donc rapidement, de façon très synthétique, le premier enjeu, c'est que ça favorise l'innovation. C'est que ça permet d'avoir de nouvelles idées. Ça permet voilà, d'essayer de piocher dans quelque chose voilà, auquel on n'aurait pas eu accès forcément facilement avant. Deuxième point, c'est que notre fameux data lake va permettre d'ouvrir les données. Quand on dit ouvrir les données, c'est ouvrir les données à tout le monde dans l'entreprise. Le schéma classique voilà, d'une BI traditionnelle, data warehouse, on récupère des données et on fait des data mart, voilà, le data mart RH, le data mart marketing, le data mart de Monsieur Dupont, et les données sont quand même très en silo, d'accord? Donc ici on permet d'ouvrir les données à plusieurs fonctions de l'entreprise. C'est comme notre fameux lac, tout le monde peut plonger dedans s'il sait nager. Troisième point, le temps réel que permet pas la BI traditionnelle, on en a déjà parlé, donc analyse en temps réel, analyse prédictive, etc. Donc quatrième et cinquième point, ça se rejoint un peu, donc le fait de pouvoir traiter les données non structurées, c'est dommage de se passer de 80% de nos données, enfin des données qui peuvent être analysées, voilà, puisque le nombre de données structurées, on l'a vu tout à l'heure, il est autour de 20% dans une entreprise. Et donc voilà, par conséquent, on élargit le scope de données qui peut être utilisé, et donc on peut aller sur les 80% restants. Et évidemment, une fois qu'on a tout ça, qu'on a découvert des nouvelles choses, qu'on a exploité des données que nos concurrents n'ont pas exploitées, ça constitue forcément un avantage concurrentiel en termes d'innovation, puisque c'est quelque chose de nouveau sur lequel nous sommes allés et sur voilà, lequel la concurrence n'est pas encore forcément allée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de la différence entre data lake et data warehouse? Donc la différence entre BI traditionnelle et on va dire la BI version Big Data. Donc c'est un peu une synthèse hein, de ce qu'on s'est dit. Le premier point, donc ça permet un peu, voilà, nouveaux arrivants de se rattraper. Le premier point, c'est en termes de structure des données, de nature des données. Donc le data warehouse, donc BI traditionnel, on travaille sur des données connues, sur des données, on connaît déjà leur format, on connaît déjà leur provenance, elles sont structurées. Le data lake travaille sur un scope de données plus élargi et plus diversifié. D'accord, voilà, en termes de traitement, on est sur les mêmes schémas. Côté BI traditionnel, on est sur des schémas plus agiles côté data lake. En termes de stockage, il faut savoir que le data lake est conçu pour pas être cher en termes de coût de stockage. Heureusement.
puisque comme c'est amené à stocker des hexaoctets, etc., si le prix du stockage avait été autant élevé, aussi élevé que la billet traditionnelle, voilà, on ne se serait pas permis. D'accord ? Donc le data lake est aussi conçu pour être moins cher quand on parle de prix de stockage. Ensuite, c'est forcément différent en termes de modèles de données aussi. Voilà, on est sur des schémas en étoile, des données très structurées, très relationnelles pour le data warehouse. Or pour la partie big data, voilà, on est sur des structures qui ne sont pas figées, des choses qui sont qui sont plutôt agiles, flexibles. Qu'on peut utiliser. Donc voilà, ça rejoint le prochain point sur l'agilité. D'un point de vue sécurité, on fait un focus tout à l'heure sur la partie sécurité, sur la partie risque, confidentialité, données personnelles, anonymat sur le web. On constate que forcément la BI traditionnelle c'est quelque chose de mature, donc ça existe depuis un moment. Il y a tout ce qu'il faut en termes de chiffrement des données, de sécurisation, d'outils de sécurisation qui sont greffés au fur et à mesure aux outils traditionnels BI que nous connaissons. Sur la partie Big Data, c'est un peu plus difficile, ça arrive, mais c'est pas encore complètement mature. Ensuite, sur la partie exploitation de ces données, sur la partie utilisation, on est dans le cadre de la BI traditionnelle sur une finalité connue, un besoin clairement spécifié, clairement identifié. Donc on connaît, on va dire au préalable la valeur de ces rapports qui sont produits. Or pour la partie big data, la valeur elle peut aller de 0 à très très haut ou pas grand chose, et même si la valeur est à 0, donc elle est forcément négative puisqu'on a quand même investi pas mal de sous là-dedans. Donc on a voulu vous donner des exemples concrets d'utilisation de Big Data, puisque on parle de beaucoup d'outils, de beaucoup d'investissements, on parle de formation nécessaire forcément, on parle d'un gros changement pour le business, tout le monde va aller sur le Big Data, mais pourquoi faire ? Donc il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le créneau et il y a déjà des premiers résultats concrets de Big Data. Par exemple dans le domaine des télécoms, alors les modèles de churn, en fait, c'est les gens qui résilient. Donc c'est un modèle marketing qui permet de détecter quand est-ce qu'un abonné va résilier. Donc c'est des modèles marketing. Donc forcément, quand on sait que la personne est allée sur internet et a tapé comment résilier mon contrat, on sait qu'a priori il devrait pas tarder à résilier. Mais il y a aussi d'autres choses que le big data permet de détecter, que les data scientists arrivent à détecter. La personne peut-être consomme moins de services, etc. Et là, boum, alerte, on le met dans un segment client pas content, et on lui fait une offre d'abonnement pour qu'il reste, etc. Donc ça c'est une utilisation concrète. Il y a des usages dans la finance, quand votre banque vous prête, avant de vous prêter, on va essayer de vérifier est-ce que vous êtes solvable, etc. En récupérant un maximum de données sur vous. Pareil, des utilisations dans le domaine de la santé, on va faire un focus aussi là-dessus sur la partie santé. Le marketing avec les concepts d'e-réputation, d'analyse de tendance. La police, la recherche scientifique peut utiliser aussi le big data dans le domaine de l'énergie. Dans la cybersécurité, la détection de fraude, ça aussi c'est un point très important, la vision 360.
C'est voilà, utilisé dans le retail, utilisé par exemple, moi j'ai eu un cas chez un assureur, comment ça s'appelle l'assureur italien Generali, merci. Et en fait, chez Generali, ils font ce qu'on appelle de l'omnicanal, voilà, les trucs de omnicanal, multicanal. C'est le client qui commence par un contrat sur le web, qu'il poursuit sur son téléphone et qu'il finit en agence. Voilà, c'est l'omnicanal, multicanal et tout ce qu'on veut. Et en fait, Generali se retrouve avec des clients qui ont un contrat dans l'agence Intel, un autre contrat dans le pays Intel, qui ont résilié quelque chose dans un autre pays. Et donc, il y a plein d'applications dans le système d'information, sur le front-end, le back-end, qui ont des informations sur une seule personne, un seul client, et comme le système d'information est siloté, on n'arrive pas à gérer correctement cette personne, puisqu'on n'a pas ce qu'on appelle une vision 360 de ce client. Donc en fait, la vision 360, le data lake permet de l'avoir en récupérant toutes les données contractuelles de la personne, des différentes applications, et permet de restituer une vision 360 d'un client en temps réel, donc pas 2 semaines après. Donc c'est une utilisation très fréquente et c'est un terme que personnellement j'entends de plus en plus, cette histoire de vision 360. Dans la télécom aussi, vous avez notamment SFR qui utilise le Big Data pour vous couvrir en 3G de façon la plus optimale possible. Je ne sais pas si Bouygues font ça, Sébastien, si tu as des infos là-dessus. Mais voilà, SFR, ils sont très en avance là-dessus sur la partie Big Data. Voilà, leur idée, forcément, derrière, c'est d'optimiser les investissements. On ne va pas aller mettre une antenne là où il n'y a personne. Et voilà, le Big Data permet de les aider là-dessus. Voilà, énormément d'usages. On peut connaître la zone de chalandise d'une boutique. Voilà. Les cas d'utilisation concrets sont énormes et sont voilà, à l'imagination des data scientists. Je vais vous parler peut-être aussi après, si on a le temps, d'un cas sur la partie santé, puisque même dans la santé, on fait des data lakes. Personnellement, mon ancien client, on a dit qu'on citait pas les marques ici, mais peut-être que j'en citerai une. La santé privée utilise des data lakes. Voilà, autres exemples connus, voilà, Netflix, vous connaissez tous. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, il faut pas aller dessus, parce que voilà, après c'est fini. Et donc Netflix utilise les concepts de Big Data pour vous proposer des contenus les plus adaptés possibles. Voilà, et c'est pas les seuls. Ensuite, pareil pour Yahoo, le petit portail Yahoo News. Les news ils sont toujours personnalisés et très vite personnalisés par Yahoo pour ses utilisateurs. Donc voilà, ils vous chopent avec les cookies, avec ce qu'il y a dans votre messagerie, si vous avez une messagerie Yahoo, voilà, ils vous chopent. Sur Amazon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Amazon? Voilà, ils sont pareils à la pointe sur la partie Big Data. Ils utilisent toutes vos données et notamment voilà, les données de fréquentation du site web. Et il y a une anecdote là-dessus. Il y a un bouton qu'ils ont modifié. Et en modifiant ce bouton, ils ont fait des stats et ils ont vu qu'ils gagnaient 25 millions d'euros par jour, je crois. Bref, sur un an, ça faisait 300 millions. Voilà, sur un an, ça a fait 300 millions. Et en fait, sur le bouton, il y avait marqué Register. Et donc, les gens, ça les saoulait de s'enregistrer. Du coup, ils se barraient. Et ils ont remplacé le bouton par Continue. Voilà, tu continues et puis à un moment donné, une fois que tu as tout fait, il faut quand même t'enregistrer. Et donc voilà, c'est ce qui a fait augmenter leur vente. Voilà, juste le fait de redesigner, renommer un seul bouton. Donc voilà, des fois, vous voyez, le big data, ça peut être sympa, ça peut avoir de la valeur.
Voilà, dernier exemple, on va dire la visualisation avancée. Donc ça, on l'a sur un an. Donc c'est voilà le trafic en fait des différentes stations de métro. Voilà, vous savez là, faut pas aller, faut pas y aller, faut pas y aller, faut pas y aller. Et donc en fait, voilà, la RATP aussi, RATP, SNCF a beaucoup de choses aussi sur les data lakes, sur la partie détection d'incidents en temps réel et même anticipation des incidents. Et donc là, en fait, on peut voir le trafic entrant, sortant par station. Voilà, là c'est sur un an, mais on peut l'avoir aussi en temps réel. Donc c'est de la visualisation avancée. Donc pour finir sur cette partie data lake, et après je repasse la main à Fanny. Petit résumé. On a notre lac de données qui aspire tout, qui récupère tout. Deux sources différentes. Les capteurs, donc l'Internet des objets, Internet of Things, l'IoT, on peut faire beaucoup de choses avec les puces RFID, avec les voitures qu'on loue qui sont connectées au système d'information de nos loueurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore les logs, c'est très utilisé. Ce truc de ventilation, je ne sais pas ce que c'est. Tu veux dire un truc là-dessus? Ah, la gestion des immeubles, ok, la gestion des immeubles, les alarmes, voilà, les maisons, les trucs, voilà. On va dire c'est des sources de données automatiques. Et voilà, personnellement, mon client actuel utilise tous les capteurs et il loue des véhicules pour les professionnels. Donc les véhicules envoient plein d'infos au système d'information. Donc on sait combien la personne consomme en moyenne, on connaît l'usure des pneus, on connaît tout. Quand est-ce qu'il faut faire le contrôle technique, on sait tout à l'avance. Et donc sur la partie utilisateur, voilà, on récupère des données forcément des réseaux sociaux, voilà, la fameuse infographie qu'on a vue tout à l'heure, les données de localisation, les données d'historique de navigation, les cookies, les emails, les téléphones, les coups de téléphone, les vidéos, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on clique, toutes les recherches, tout ce qu'on fait. Très sympa, ils savent tout. Et donc après, faut savoir ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un métier qui s'appelle data analyst. Donc le data lake récupère tout ça. Et voilà, ensuite il y a en deuxième étape on récupère tout, puis voilà, il y a des analyses, il y a de la transformation forcément et de la publication, de la restitution. Voilà. Donc voilà, c'était un petit résumé sur la partie data lake. Donc ensuite je crois que je te repasse la main. Donc voilà, Juba vient de vous vendre ce que c'est le data lake. Donc si vous avez adhéré, vous dites waouh, c'est génial, j'en veux un moi aussi. Mais la réalité, c'est que c'est pas si facile que ça. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la réalité terrain. Donc aujourd'hui, on considère que le big data, c'est un phénomène de mode dans le monde de la data. Parce que parfois, il y a des projets qui se lancent sur du big data alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et on parle de millions de lignes, mais pas ils ne sont pas limités en tout cas, mais bon, ils se lancent quand même dedans. Il y a une bataille aussi entre éditeurs, donc je vous ai présenté tout à l'heure le nombre monstrueux d'outils, voire d'éditeurs. Et je vous ai parlé de plateformes de distribution, 3 plateformes, les principales plateformes. Il y a aussi des solutions open source. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par les solutions open source, se disant ça va nous coûter moins cher. Et puis finalement, on se retrouve avec quand même des licences payantes parce que voilà, ils sont limités. On a aujourd'hui des chefs de projet qui se proclament data scientists. Tout d'un coup, ça change de métier. Alors que c'est pas forcément, ils n'ont pas les compétences pour, ou en tout cas la formation universitaire pour. On a aussi un florilège de nouveaux postes que certaines
ou certains RH, pardon, ne connaissent pas forcément, et donc c'est des postes qui sont non formalisés, que voilà, qu'on ne sait pas trop leur donner, on va dire, une ligne de poste. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, mais ok, on part sur un projet de Big Data, mais que va devenir notre BI traditionnel? Est-ce qu'on va s'en séparer? Est-ce qu'on va devoir faire des conduites de changement? Du coup, ça pose beaucoup de questions dans le domaine de l'entreprise, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, il y a des tableaux de bord existants, on se demande comment on va pouvoir restituer la donnée. Donc on vient de voir, c'est vrai que des visualisations avancées comme celle de la RATP, c'est sympa pour l'utilisateur final en tout cas. Donc là je vous ai mis les 3 principaux risques des projets Big Data en entreprise. Donc c'est de partir, on veut un data lake limpide, on veon veut prendre des échantillons qu'il y a dedans, mais finalement on atterrit sur un marécage. C'est-à-dire on a mis plein de données et on ne voit rien. On ne sait pas quoi en faire et finalement on n'a pas de valeur ajoutée. Et donc c'est ça un peu le risque de Big Data. Aujourd'hui, comme on n'est pas assez mature, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de POC sur les Big Data. Donc on a mis en place une plateforme de distribution avec, donc en production. Et il y a beaucoup de métiers, c'est le cas chez EDF par exemple, qui font une usine à POC. Donc chacun a le droit de faire son petit POC de son côté. On a fait un projet Big Data et puis on arrête là. Donc le problème c'est que malheureusement les projets Big Data, mini-projets Big Data ou POC, meurent et il n'y a pas de suite derrière. Et le problème que je connais actuellement, c'est la sécurité. Aujourd'hui, ça fait extrêmement peur à un très haut niveau de prendre des décisions d'héberger ces données sensibles dans un cloud qui sont hébergées. Je prends l'exemple de Microsoft, Azure. On se dit, mais où est-ce qu'elles vont nos données? Chez les Américains, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont les vendre, c'est sûr. Enfin, du coup, personne veut mettre sa signature pour héberger des données. Donc, finalement, on se retrouve un peu limité. Même dans le Big Data, on se retrouve un peu limité à des problèmes qu'on n'avait pas avant, en tout cas qu'on arrivait à maîtriser. Donc ce que je vous disais, c'est que 60%, alors là je dis projet, mais je compte les POC, hein. 60% des projets Big Data sont morts-nés en entreprise. Aujourd'hui, les DSI, les directions les métiers s'embarquent dans des changements d'outils. On passe de SAP à Microsoft parce que c'est plus adapté à des technologies Big Data. Et puis finalement, on repart sur un autre outil où on envisage même la perspective d'un Big Bang. Donc, ce que je vous parlais, c'est de se séparer complètement de la BI traditionnelle et de tout refaire. Et finalement, tout ça, ça peut coûter très cher. Et on se retrouve avec des utilisateurs finaux qui sont complètement perdus, qui doivent être formés sur des nouveaux outils, ils savent pas comment régler leurs problèmes et finalement ils reviennent sur le truc basique Excel et ils sont très contents. Donc voilà. Donc voilà ce que je disais, les problèmes persistent, rendant les projets Big Data caducs, et donc ça soulève des nouvelles problématiques qu'on n'avait pas avant, comme la sécurité, etc. Donc les problématiques. Alors, pour enchaîner sur la partie sécurité, confidentialité et données personnelles, je me suis dit que j'allais vous faire une confidence. Donc en fait tous les trucs, on a beaucoup de choses qui sont gratuits sur internet, les moteurs de recherche, les emails, les drives, les réseaux sociaux, on met nos photos, on stocke tous nos albums, on stocke toute notre vie, on donne notre avis, on nous met en relation, on passe des appels. On partage des choses, des vidéos, on dit qu'on aime, on dit qu'on n'aime pas, et on paye rien.
Et donc en fait, il y a une citation qui est très connue dans le monde du marketing, qui n'est pas notre monde, mais si vous allez voir les gens du marketing, ils vous disent tout ce que vous faites qui est gratuit, c'est qu'en fait le produit c'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire ? Ça veut dire qu'en fait tout ce qu'on fait gratuitement et on pense qu'on le fait gratuitement est utilisé pour gagner de l'argent. Ça veut dire que toutes nos données, tous nos clics, tout ce qu'on partage est revendu par ailleurs, à des prix qui peuvent être importants. Et donc en fait, nous on pense que c'est gratuit, mais en réalité non. Toutes ces entreprises vendent nos données et empochent des grosses sommes grâce à nos données. Il y a des initiatives, il y a des gens qui pensent aujourd'hui que on devrait être consulté quand on va sur Facebook, on devrait être consulté, on devrait être rémunéré pour les données qu'on met, puisqu'on finalement l'hébergeur, ceux qui fournissent un service, revend nos données derrière. Donc si on part du principe que nos données à nous ont de la valeur, il faut qu'on empoche une partie de cette valeur au moins. Donc il y a des gens qui pensent ça, et ça pourrait arriver qu'un concurrent, un Instagram bis nous dise venez sur ma plateforme et je vous paye. Et ce ne sera pas une surprise, parce que nos données ont vraiment de la valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie confidentialité ? J'ai recensé à peu près 5 gros risques du big data, donc qui combinent les outils du big data, du sniffage des données, du cloud et tout ça. Voilà, on a regroupé ça dans 5 familles de risques, en sachant qu'aujourd'hui une grosse partie des entreprises s'en fout un peu de notre vie privée et le dit ouvertement. La plupart des gens se méfient du fait de partager leurs données personnelles. Il y a des radicaux qui mettent rien sur Internet, jamais avec un vrai nom, jamais avec un vrai prénom, jamais avec un vrai pseudo. Tous ces risques de piratage, de sécurité, de perte de confidentialité et d'anonymat sont en augmentation. Ils sont en hausse à fur et à mesure qu'on utilise d'autres outils, qu'il y a plus de piratage, qu'il y a plus de digitalisation aussi. Donc le premier risque dont on peut parler, c'est tous les abus qui peuvent venir des différents gouvernements. Sous couvert de protection contre le terrorisme, ce qui est très bien, il peut y avoir des abus derrière. Par exemple, le Patriot Act aux États-Unis, qui est quelque chose qui est venu pareil de la lutte contre le terrorisme, et qui en fait permet au gouvernement américain de consulter n'importe quoi qui est sauvegardé, qui appartient à une entreprise américaine. Donc si vous avez des données chez Apple, elles ont beau être au Bangladesh, le gouvernement américain a le droit de les consulter puisqu'elles appartiennent à une entreprise américaine. Donc ça, la plupart des gens le savent, mais beaucoup ne le savent pas forcément. Et les gouvernements européens ne sont pas en reste. Il y a de plus en plus de fichiers, de plus en plus de bases de données sont constituées par les gouvernements avec nos données. Et je ne parle pas que des fichiers S, il y a beaucoup d'autres bases de données sous couvert de protection contre le terrorisme. Donc et beaucoup de ce qu'on fait est enregistré, les appels, moi je ne fais pas de théorie de complot ici, mais je vous dis juste que sous couvert de protection contre le terrorisme, il y a un risque d'abus sur la protection de notre vie privée et de notre anonymat. Donc le deuxième point, c'est la vente de données personnelles.
Alors en France, voilà, il y a des choses qui nous protègent, la CNIL, tout ça. On peut demander à ce que ce soit supprimé. On peut, voilà, les entreprises sont censées nous demander notre avis avant de vendre nos données personnelles. Voilà, en France, il y a pas mal. Voilà, on n'est pas les derniers. Aux États-Unis, par exemple, le Sénat a voté l'autorisation de la vente des données personnelles. Aucun problème. Donc voilà, c'est quelque chose, il y a plus de données, les gens mettent davantage de données sur Internet, et donc, forcément, il y a encore de plus en plus d'entreprises qui profitent de ça pour revendre les données. Donc le troisième point, c'est les piratages. Donc tout est digitalisé maintenant, de plus en plus. Et donc forcément, les scandales de fuite de données se multiplient. Et quand il y a une fuite de données, c'est pas une petite fuite de données, c'est des millions de personnes qui sont touchées à la fois. Donc quand il y a des pirates ou des gens malveillants qui détectent la moindre faille de sécurité, voilà, ça peut coûter très cher. Donc nous qui mettons notre carte bleue chez 50 fournisseurs, il suffit qu'il y ait une seule faille pour que celle-ci soit piratée. Malheureusement, les fuites de données, voilà, on les entend, c'est tous les jours. Alors, on peut citer plein de fournisseurs, même Apple s'est fait pirater. iCloud avec les vidéos, les photos de stars là, qui sont piratées, les contrats chez Sony, bref, tout le monde. Donc il y a un vrai risque là-dessus. Ensuite, donc il y a la fin de l'anonymat et de la confidentialité, puisqu'en fait on a beau essayer de tricher, on peut toujours nous retrouver avec notre numéro de téléphone, avec notre adresse IP. Il y a toujours un truc qui lie la personne à son identité virtuelle. En fait, c'est très difficile d'échapper complètement à la traçabilité qu'il peut y avoir sur Internet. Le moindre truc qu'on laisse, le moindre clic, le moindre coup de fil, SMS, email, etc. Et il peut être sniffé par un data lake et bim, c'est fini. Voilà, c'est un vrai risque et il faut en parler. Et le dernier point, c'est l'augmentation des discriminations à cause des effets des analyses prédictives. Par exemple, vous cherchez un emploi, vous postez votre CV et il passe dans un algorithme d'analyse prédictive et puis il va chercher des infos, il va chercher ce que vous avez fait dans le passé, est-ce que vous avez tweeté un truc et en fait vous n'avez pas la même chance que quelqu'un d'autre a priori, puisqu'en fait l'algorithme il est parti chercher dans vos archives, vous avez fait une connerie à un moment et vous le payez. Donc en fait vous êtes logiquement, à la fin, vous êtes discriminé, alors que voilà, vous avez encore rien fait, vous n'avez même pas dit bonjour. Mais à cause de ces algorithmes d'analyse, etc. Les algorithmes, ils sont faits par des humains. Hein, donc si la personne il dit si c'est une femme, vous mettez -1, l'algorithme il va faire ce qu'on lui dit. Donc c'est un risque malheureusement avec l'augmentation on fait de plus en plus appel à ces algorithmes, au big data et ça risque pas de diminuer, il faut faire attention là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses négatives. Est-ce qu'il y a du positif dans tout ça? Pas encore. Pas encore. Alors, on fait un focus sur les données de santé. Par exemple, un de mes anciens clients, donc dans la santé privée, on ne cite pas les marques ici, il peut vous demander de faire une préadmission en ligne. En fait, une préadmission en ligne, c'est quand vous faites opérer. Pour les gens qui ont fait la guerre ici, quand vous êtes fait opérer, on vous demande de vous arriver, on vous demande de votre carte, carte vitale, on vous demande de la carte de mutuelle, et puis on vous dit quelle chambre vous voulez prendre, et puis vous dites je veux la chambre la moins chère, parce que vous savez pas si votre mutuelle va vous rembourser ou pas.
Et en fait, il y a des entreprises qui vous demandent, vous disent mais non, venez pas, vous déplacez pas, restez au calme chez vous, restez au chaud, vous nous envoyez votre mutuelle, vous la scannez, vous l'envoyez, vous envoyez votre carte bleue, puis voilà, vous faites pas chier, il fait froid, voilà, restez quand même au calme chez vous. La personne, elle va consulter la mutuelle, elle va voir quelle est votre couverture. Donc vous êtes chez Extime, vous avez une très bonne couverture. Vous êtes bien couvert d'un point de vue mutuel. C'est un exemple, c'est pas forcément la réalité. Mais c'est un exemple. Vous arrivez et en fait, on va vous proposer quoi? On va vous proposer la chambre la moins chère. On va vous proposer la chambre la plus chère qui est couverte par votre mutuelle. Et la différence, elle est empochée par l'entreprise elle-même. Donc en fait, voilà, vous êtes content, vous avez donné vous n'êtes pas déplacé, vous avez scanné vos trucs, ça va dans un data lake, très bien, le data lake il est efficace, il y a de la place, on met tout ce qu'on veut dedans, et après, voilà, derrière il y a quand même une utilité à ça, et il peut y avoir des abus. Je dis pas que l'exemple que j'ai cité c'est un abus. Moi personnellement, si on me propose une chambre voilà, la plus confortable possible, je vais pas dire non. Mais c'est pour avoir un cas d'utilisation de tout ça. Donc il y a quand même une menace pour le secret médical, voilà, les histoires de piratage, etc. Il peut y avoir des failles, il y a des failles dans le logiciel de Sony. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une faille dans le RP de gestion du dossier médical de tel ou tel hôpital. Il peut y avoir des failles partout aussi. Voilà. La tromperie sur la finalité d'une application, voilà, ça peut arriver. Donc c'est pas forcément l'exemple que j'ai donné parce que voilà, mais voilà, ça fait partie des risques. Donc aujourd'hui, donc on a parlé du big data. Le big data, c'est aussi lié à plein d'autres sources de données. Par exemple, l'internet des objets. Vous avez tous les objets connectés qui envoient des informations à notre data lake. Et beaucoup de patients, voilà, sont équipés de ce type de dispositif. Alors, est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles? Quelques solutions possibles. Donc sur la partie médecine, il y a une réglementation qui est sortie il y a quelques années, je crois, dans les années 2000, 2010, bref, qui est en fait toutes les personnes, enfin toutes les entreprises, toutes les organisations qui veulent héberger des données de santé doivent être certifiés hébergeurs de données de santé en France. Donc il y a très peu il y en a quand même quelques entreprises qui sont certifiées. Il y a Orange qui est certifié, OBS, il y a Thales qui est certifié. Voilà, il y a quand même quelques entreprises qui sont certifiées. Voilà, mais quand vous consultez le document, les prérequis pour être certifié, il y en a pour 3000 pages. Donc c'est quand même c'est très consistant. Il faut que vous fassiez du chiffrement dans tous les sens, de la résilience, de la protection. Il faut que vous vous soumettiez à des tests. C'est un truc qui est renouvelé, etc. Donc voilà, ça c'est pas mal pour la protection des données de santé en France. Donc c'est en cours. Alors le seul on va dire le seul bémol pour cette réglementation, c'est qu'en fait, si vous êtes déjà un établissement de santé, si vous êtes un hôpital et que vous hébergez les données de vos propres patients, vous n'êtes pas forcément assujetti à la certification. Donc vous pouvez héberger les données les données de santé de vos patients aux toilettes, ça ne posera pas de problème. C'est le bémol qu'on peut citer sur cette loi, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes qui sont faites grâce à cette réglementation hébergeur de données de santé. Donc voilà, vous pouvez être rassuré si vos données ne seront pas hébergées chez Amazon comme ça. Ensuite, de façon plus générale, il y a quelques solutions possibles, quelques outils. Il y en a d'autres.
Mais voilà, on peut citer voilà, la navigation privée quand vous voulez pas voilà, qu'on sache que c'est vous, que vous voulez que l'historique ne soit pas conservé. Il y a des choses, vous pouvez refuser les cookies, refuser les pubs, refuser le VPN, ça permet de masquer la source, de masquer votre adresse IP. Voilà, il y a des systèmes on va dire d'exploitation qui vous permettent de naviguer de façon anonyme. Voilà, il y a des choses quand même qui voilà, qui existent et qui voilà, qui vous permettent d'être anonyme. Voilà, le seul bémol, voilà, entre guillemets, c'est que on a limite besoin d'être expert en informatique. Moi, personnellement, ça me viendrait pas à l'idée de désinstaller Windows, d'installer Yik Yak, Tails et de voilà. Mais bon, si vraiment il y a des gens qui sont intégristes de la confidentialité, voilà, sachez qu'il y a des outils qui existent et voilà, qui peuvent permettre d'être plus ou moins anonymes sur Internet. Alors, je crois que c'est tout pour la partie confidentialité. Donc, je passe la main à Fanny pour le quiz Big Data pour les gens qui ont suivi. Bon. Bah, pour finir, avant la conclusion, c'est vrai, on vous propose un petit quiz pour savoir à peu près si vous avez compris ou si on ne vous a pas perdu à un moment donné. Donc, la première question, ce serait: le Big Data concerne uniquement les données non structurées? Non. Ok, bonne réponse. La plupart des projets incluent des sources de données structurées déjà utilisées, donc comme je parlais du complément BI traditionnel et Big Data. Les projets Big Data sont-ils chers? Non. Ils sont forts, hein. Ils sont forts, c'est pas possible. Il faut commencer petit, c'est vrai. Donc, je vous ai parlé de POC, mais après, bon, il faut les transformer en projets. Du coup, après, les projets deviennent rentables. Les projets Big Data requièrent des big idées. Non. La plupart des projets visent à rendre les données plus facilement accessibles sans changer le monde. Big Data égale Hadoop. Moi, j'aurais dit oui. Hein. Avant, peut-être, vous auriez dit oui. Les technologies Big Data sont nombreuses et variées, doivent être adaptées à votre problème. Donc, en fonction du use case que vous avez, c'est à vous de chercher la technologie adéquate. Les technologies Big Data rendent obsolètes les entrepôts de données traditionnels. Non. Les bases de données relationnelles et l'entrepôt demeurent aujourd'hui pertinents. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça reste pertinent pour, par exemple, on va dire, pour des besoins métiers. Aujourd'hui, on utilise encore les entrepôts de données et on n'a pas besoin forcément de les mettre dans le... Ah, quand on connaît le besoin à l'avance, oui, ça sert peut-être pas à grand-chose. Ça ne rend pas obsolète. Enfin oui, c'est vrai. Je comprends que vous ayez dit oui, mais voilà, ça dépend du besoin. Les projets Big Data nécessitent une réflexion approfondie sur la qualité de l'information, la sécurité et la gouvernance. Oui. Si c'est une considération pour l'entrepôt de données, alors c'est une considération pour l'initiative du Big Data. Le Big Data nécessitera de nouvelles compétences. Oui. Et au départ, on pense que facilement de passer de la BI traditionnelle puisqu'on a des compétences SQL sur des ETL, etc. On pense que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Les projets Big Data sont parfaitement adaptés aux approches de développement agile. Oui. Oui. Il est recommandé d'utiliser l'approche agile le plus adapté à l'esprit de l'exploration de données. Donc à la fin, si vous manque des choses, vous avez qu'à piocher dans votre data lake et du coup... Vous trouverez peut-être. Oui. Le big data est dépassé. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par dépassé, mais c'est vrai et faux. Dans un sens, c'est qu'on n'est pas assez mature aujourd'hui pour avoir un recul, un feedback sur des projets big data à part des grandes comme Google. Les grandes entreprises. Ouais, Amazon, etc. Mais, et parfois, on est vite dépassé par justement la variété, le nombre de données et qu'est-ce qu'on en fait, et d'où le marécage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, on peut être vite dépassé dans un projet Big Data.
Ça nécessite en fait beaucoup de moyens, hein, vous l'aurez compris. Moi, chez mon client actuel, qui est un grand groupe bancaire avec plusieurs filiales, pour tout le groupe, en tout cas en France, il y a une seule équipe référente Big Data. C'est-à-dire que si vous avez une idée sur le Big Data, il ne faut pas vous lancer dans des investissements tout seul pour un mini besoin. Et voilà, il faut qu'à un moment donné, on consolide les choses, qu'on ait quelque chose de consistant avant de se lancer dans les gros investissements. Nouveaux fournisseurs, nouvelles technos, nouvelles infrastructures, nouvelles architectures, compétences, formation. Donc faut mieux vaut avoir les reins solides avant de se lancer, quoi. Alors petite conclusion, on a un petit peu dépassé. J'espère que ça vous a intéressé. Rapidement sur la conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on s'est dit. Donc le big data, faut pas en faire pour en faire ou parce que les autres en font. Voilà, c'est des gros investissements encore une fois. Et c'est pas le big data qui va vous apporter des solutions. Encore une fois, c'est un moyen. Donc il vaut mieux penser d'abord au problème du business, et puis est-ce que le big data ça peut être pertinent. Mieux vaut le prendre comme ça en tout cas. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer la valeur que peut avoir une donnée. Donc on pourrait se dire on n'a pas envie de me faire chier à enregistrer les logs sur 10 ans. Ça peut être pertinent. Et on a du stockage pas cher, profitons-en. Donc en fait, comme on ne connaît pas la valeur a priori, c'est après qu'on analyse et qu'on regarde, qu'on classe, qu'on trie. Gardant, il ne faut pas s'auto-censurer a priori. Voilà, il ne faut pas éliminer les données a priori. Peut-être après, une fois qu'on a fait nos analyses et qu'on a trouvé ce qui est pertinent pour nous, on le garde et on enlève le reste, mais a priori ça sert à rien de s'auto-censurer puisque on a des outils qui nous permettent de traiter un gros volume de données, donc faisons le tri après. Là le troisième point en bas à gauche, c'est pour dire que s'il y a 3V pour le big data ou 5V, c'est pas pour utiliser un seul des V. Donc il ne faut pas juste utiliser une grosse quantité de données, il faut utiliser aussi des données variées, des données de plusieurs sources et des données qui sont sur une longue durée. Et le dernier point, c'est le fait que le big data, c'est une vraie transformation pour l'entreprise. Quand on se lance là-dedans, il faut pas se dire je vais faire ça à côté. Il faut vraiment impliquer le plus de personnes possible. Et il faut y croire et le risque si on n'y va pas, c'est de se faire dépasser, de se faire doubler. Il faut le comprendre, le big data, il faut le comprendre, il faut analyser est-ce que ça peut être pertinent et de ne pas hésiter à y aller, puisque on l'a dit encore une fois, les données peuvent avoir une valeur inestimable. Ensuite, je pense que c'est tout. Il y a des annexes, vous les verrez, il y a d'autres exemples d'entreprises qui utilisent le big data. C'est tout. Je ne sais pas, Fanny, si tu as envie de dire un mot sur la partie visualisation. Non, part que on a des outils de visualisation qui sont proches aujourd'hui d'Excel. Là, je voulais parler de Power BI parce qu'en ce moment, c'est très à la mode en entreprise et du coup, qui permet de faire du dashboarding dynamique. Et quelqu'un se dit tiens, mais j'ai une question, je me plug sur un cluster Hadoop, je regarde les données à travers un outil de dashboarding comme celui-ci et finalement ça peut y répondre très rapidement et en ce moment c'est très à la mode chez les métiers.
Ok, parfait. Donc on peut se faire une petite séance de questions-réponses. Vous levez juste la main parce qu'il faut parler dans le micro pour que Eva puisse entendre. S'il y a des questions, hein, si on n'a pas... la première, c'est toujours la plus chiante. Merci. Je sais pas si ça sert à quelque chose, le micro. Ça donne l'impression que ça marche pas. En fait, ça n'amplifie pas le son, mais ça permet d'avoir du son dans la vidéo. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est une question par rapport à un cas réel. Si je prends par exemple le cas de Netflix, et j'imagine qu'il traque à chaque fois les personnes qui essayent de regarder les films et tout, et j'imagine que ça stocke des informations sur une base de données. Je me demande, pour ce cas, est-ce que l'analyse de ces données, ça se fait en temps réel, ou bien il y a des batchs qui tournent le soir pour analyser et extraire? C'était ça la question en fait. Parce qu'en fait, généralement, les données, ils sont énormes. On essaie d'insérer tout et un peu de n'importe quoi. Et j'imagine que pour traiter ces données, il faut beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Et généralement, bon, ce que je vois sur Netflix ou les équivalents, les données et l'interface, ça change en temps réel. D'accord. J'espère que j'étais clair. Je pense que tu as été clair et qu'en plus tu as répondu à ta question. Puisque quand on va sur une série, tout de suite, ce qui est proposé, c'est quoi ? C'est la série qui lui ressemble. En fait, les données, elles sont analysées tout de suite. C'est ça l'intérêt des outils Big Data, c'est qu'en fait, c'est pas le lendemain quand tu vas revenir sur le site que tu vas avoir la suggestion, c'est tout de suite. Et c'est le V de vélocité. Donc après la mécanique derrière, je connais pas très bien l'architecture de Netflix. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Fanny, mais pour moi c'est analysé en temps réel. Oui, c'est analysé en temps réel. En fait, c'est du multiprocessing. On va dire, on charge tout de façon en même temps en fait. On le distribue dans plusieurs clusters. Hein. Et tout ça. Bon, effectivement, il y a des traitements batch entre-temps, mais on va dire la première partie du chargement, elle se fait en temps réel. Mais après, du coup, on va dire c'est en termes de secondes. Il y a tellement de traitements rapides qui sont, et de façon parallèle surtout. C'est ça ce qui est très important. Je fais juste un petit parallèle avec le Bitcoin, si vous voulez. Aujourd'hui, on fait appel à vous pour faire des transactions Bitcoin et on vous demande d'acheter des ordinateurs, des processeurs pour partager, on va dire, les calculs. Et c'est exactement la même chose. Donc là, on va dire, on charge les données, on partage on fait du processing parallèle et c'est pour ça que ça va aussi vite. Aujourd'hui, avec la BI traditionnelle, on met 8 heures pour charger, on va dire, 8 heures pour charger 1 million de données. Dans le Big Data, c'est 3 secondes. C'est ça. Merci Fanny. Est-ce qu'il y a une autre question ? C'est pas une question, mais c'est plus proche. Je sais pas, je me demande parce que je pense que c'est pas juste une façon de... C'est pas juste le parallélisme qui va pouvoir résoudre ce genre de problème, c'est plus aussi une façon d'organiser les données. Partitioning par exemple. Parce qu'en fait, si on prend juste le parallélisme, tout simplement, il y a toujours des contraintes de réseau qu'on ne peut pas dépasser, en fait, en gros, la vitesse de la lumière. Et du coup, pour moi, c'est aussi une façon de modéliser les données, une façon de partitionner les données et une façon d'organiser les données, du coup. La modélisation, elle se fait vraiment à la fin. C'est juste... je me demande... Okay. C'est une... Parce que par exemple, dans une log, juste pour faire, dans une log qui contient des millions de données, à la fin, on va piocher vraiment ce qu'on veut. Ça se trouve, ça sera juste l'année, le temps que la personne a passé, et finalement, c'est ça qu'on va extraire à la fin. C'est pour ça qu'à la fin, la personne elle saura quoi te proposer comme nouveau film juste après. C'est parce qu'on va prendre vraiment ce qui est pertinent, mais on aura tout chargé d'un coup et ça très très rapidement. C'est juste pour... Tout d'abord, merci pour votre présentation.
petite question par rapport l'ETL, Extract Transform Load, vers l'Extract Load Transform. C'est quoi réellement les gains et c'est quand doit privilégier l'ELT par rapport à l'ETL et quand on va voir on reste vers le schéma classique de l'ETL. Merci. Ouais, je peux prendre. Alors, c'est exactement la présentation du data lake quand on va privilégier extract, transform, load, donc l'ETL traditionnel, c'est quand on sait exactement ce qu'on veut à la fin et on va dire qu'on sait qu'on veut une bouteille structurée, packagée, on sait exactement à la fin le produit qu'on veut mettre en avant pour vulgariser la chose, alors que pour faire de l'ELT, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qu'on veut, en tout cas on sait qu'on veut tout, on cherche tout, on met à disposition dans le lac de données et on dit aux data scientists, quand vous avez envie, vous pouvez faire un petit plongeon, prendre un petit échantillon de ce que vous avez d'eau et puis voir si l'eau est limpide. C'est un peu... Donc c'est une question aussi de besoins métiers. Donc voilà, il y a des besoins qui sont connus, qu'on sait spécifier. Voilà, on sait qu'on a besoin de calculer notre chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas forcément facile, hein, mais voilà. On sait qu'on va avoir besoin de savoir combien d'employés il y a dans le groupe. C'est pas forcément évident quand on a des agences, des filiales, des trucs. Il faut consolider, c'est des rapports. Quand on ne sait pas, il vaut mieux partir sur du chargement et de l'analyse a posteriori. D'autres questions ? En fait, ça rejoint un peu la question du monsieur. Pardon. C'est que aujourd'hui, j'ai bien compris l'explication sur le data lake et sur le fait que aujourd'hui, quand on était sur un BI traditionnel, on savait ce qu'on voulait. On voulait une bouteille et le data lake, on récupère toutes les données sans trop savoir ce qu'on veut. Mais au final, j'ai l'impression qu'on fait que repousser un peu le problème. C'est-à-dire que ok, donc moi aujourd'hui je sais que je veux une bouteille, donc je vais plutôt passer par un ETL et par mon BI traditionnel, mais au final, demain, je sais pas trop, je vais envoyer dans mon lac, et puis au final, je vais faire ma bouteille, c'est ça qu'on dit? Oui. D'accord. Ok, bon voilà. Mais c'est que, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on fait que, finalement, on fait que repousser le problème, et finalement, est-ce que c'est vraiment une solution complémentaire au BI, ou... Enfin... c'est ça, c'est que je vois pas vraiment la valeur ajoutée par rapport au BI, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on savait où on voulait aller, le data lake, qu'est-ce qu'il apporte concrètement sur une solution où on sait déjà où on veut aller, où on a déjà construit notre business intelligence avec au fil de l'eau avec notre SI. Alors en dehors du SI, je pense que quand on doit collecter les données de l'IoT, des réseaux sociaux, etc. Oui, effectivement, donc là, on va collecter via le data lake, mais finalement, la valeur ajoutée par rapport aux données du SI, je l'aperçois moins, parce que finalement, les données du SI, elles sont déjà construites dans l'entreprise, on sait déjà le format qu'elles ont, donc finalement, j'ai l'impression que l'entrepôt de données et la business intelligence traditionnelle répond déjà à ce besoin. Je vois mal ce qu'apporte par rapport vraiment à ce pan, la partie big data. Voilà. Ça revient à ce que j'ai dit au départ sur les limites de la BI actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, il y a un KPI à construire pour, je sais pas moi, je sais pas si c'est un exemple, mais à construire pour le marketing, pour savoir une tendance, j'en sais rien. Il manque juste un axe, une dimension de données. Et on doit passer par, pour charger cette donnée, on doit passer par 4 ateliers avec la MOA, on doit passer par une société externe qui va nous fournir un web service et machin. On doit charger ces données, on doit les développer, après on doit passer par toute la chaîne que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis après on restitue. Ouais, excuse-moi, je te coupe parce que j'aime bien ton exemple justement, c'est-à-dire que en fait j'ai bien compris que là on va avoir des difficultés à arriver à ça si on veut le faire dans le BI traditionnel. Oui. Et là, on va réussir à collecter facilement les données pour le mettre dans le lac. Oui. Mais finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on n'aura toujours pas résolu le problème là. Il va falloir derrière, une fois que les données sont dans le lac, on va avoir les mêmes problèmes que tu indiques là dans le BI. À la fin, oui, il faut savoir à la fin, pour piocher dans le lac, il faut savoir, faut modéliser. On en revient à la modélisation. Que dans le BI traditionnel. Oui, mais on a enlevé quand même beaucoup de limites.
Au moins en termes de collecte de données. en termes de collecte de données. Je comprends ton point hein, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, on a dit s'il n'y a pas d'idée, faut pas faire de data lake. Hein. Si on n'a pas d'idée, faut utiliser les autres apports, hein, le fait de la vélocité, la vitesse, le fait de pouvoir faire des analyses rapidement, le fait d'accueillir un grand nombre de données hétérogènes. Mais si on n'a aucune idée, oui, faut pas y aller. Est-ce qu'il y a une autre question? Tout est clair? Est-ce qu'il y a des intelligences artificielles justement qui permettent de passer du data lake à Power BI sans avoir à trop passer par des chefs de projet scientistes qui vont innover pour nous? C'est peut-être un peu idéaliste, hein, mais... J'en ai pas connaissance, moi en tout cas. Je pense que c'est une bonne idée de Meetup, Sébastien. L'intelligence artificielle, est-ce qu'un jour l'homme va remplacer, la machine va remplacer l'homme? Il y a beaucoup de choses qui se passent, là-dessus, et je pense que ouais, on le voit, hein, tel robot a battu le champion du monde dans tel jeu, donc il y a vraiment des choses qui arrivent. Il y a même une histoire, c'est dangereux ce truc-là. Il y a même un robot qui a été construit aux États-Unis dans un labo de recherche, et en fait le robot il allait sur Twitter, et le robot il est devenu raciste, il voulait tuer tous les juifs. Heureusement que c'était un POC. Et donc voilà, il y a des choses qui se passent, on apprend, mais ça va à une telle vitesse, oui, ça va arriver, on le voit, hein, le big data il est connecté à l'intelligence artificielle, à l'internet des objets, aux réseaux sociaux, etc. D'autres... Vas-y. On a beaucoup parlé aussi des distributeurs externes et donc des solutions cloud. Et donc des problématiques de sécurité que ça entraînait. Oui. Et la question que je me posais, c'est il n'y a pas des grosses entreprises qui ont cherché à avoir leur propre distribution en interne chez eux? Et enfin, ça n'existe pas, c'est pas des choses qu'on pourrait imaginer, le fait de ne pas passer par ces grands distributeurs et justement qui sont sur le cloud et qui entraînent ces problématiques de sécurité. Enfin, pourquoi forcément passer par ces distributeurs? C'est à cause de la taille des serveurs et du coût? Ils sont passés au cloud privé pour... Ouais. Mais, D'accord. mais même les clouds privés, ils n'ont pas confiance. Enfin, même quand on... Oui, privé dans l'entreprise. Mais même, je crois, attends... D'accord, donc ça peut être une solution pour résoudre ces problèmes de sécurité, ça serait d'héberger son propre big data sans passer par des solutions... Ah oui, le cloud pour moi c'est ça, oui, c'est de la virtualisation, donc oui, on peut le faire, on peut très bien le faire en interne, hein, et... Un logiciel open source, c'est OpenStack, je ne sais pas si vous connaissez. Je sens que tu as des idées. Non, je n'ai pas de... Non, mais juste pour dire, si tu veux te renseigner, il y a OpenStack qui est un logiciel open source, tu peux installer même chez toi en local. Voilà. Ok, je vais me faire un lac. Voilà. N'hésite pas. Tu nous inviteras, tu fais une petite soirée, tu nous invites. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas?